Sur la côte orientale de la mer Méditerranée, le Liban est l'un des plus petits pays du monde. En superficie, son territoire est moins grand que l'Île-de-France. Et pourtant, si l'on compare avec d'autres pays du Proche-Orient, la géographie et les paysages de la République libanaise sont particulièrement diversifiés. Le rivage méditerranéen est bordé par une plaine dont la largeur ne dépasse pas 7 km. Le relief s'élève rapidement pour culminer à plus de 3000 mètres. En fonction de l'altitude et de la nature des sols, les végétaux sont très différents. Dans la même famille que celle des pins, un arbre possède une réputation qui a largement dépassé les frontières du pays, le cèdre du Liban. Mais le climat doux et humide permet à beaucoup d'autres espèces de prospérer. On remonte facilement le cours de l'histoire au Liban, car les vestiges du passé sont innombrables. Dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ, un peuple domine la région, les Phéniciens. Ils précèdent toutes les grandes puissances méditerranéennes qui vont se succéder ici, des Romains aux Ottomans. En 1920, le Liban est placé sous mandat français. Mais les autorités de tutelle seront affaiblies par les anciennes rivalités des multiples communautés libanaises. De nombreux martyrs ont payé de leur vie les conflits, parfois très longs, qui ont meurtri le pays. À partir de 1975 et 15 années durant, les combats de la guerre civile ont laissé des traces toujours visibles aujourd'hui. Avec les monuments commémoratifs et la présence incontournable des militaires, le souvenir des hostilités est encore présent un peu partout. Mais autant que possible, le pays s'efforce de faire table rase du passé. Formée d'une accumulation de matériel de guerre, une sculpture géante porte un nom éloquent, Espoir de paix. La vie politique et ses différentes composantes n'ont pas disparu pour autant, bien au contraire. Dans un petit bar, resté bien communiste, on évoque avec nostalgie les grandes luttes du passé à travers le monde et dans le pays. Quand les passions semblent apaisées, les armes sont soigneusement rangées, mais si leur entretien laisse un peu à désirer, elles ne sont jamais très éloignées. Tous espèrent cependant ne plus avoir à s'en servir. Par précaution, l'Organisation des Nations Unies veille encore sur la paix au Liban. La population est jeune et citadine. Un quart des Libanais n'ont pas 15 ans et 90% vivent en ville. Le sort de la femme évolue, dans une culture marquée par les traditions méditerranéennes où l'homme s'impose encore. Un chiffre reflète pourtant le changement des mentalités dans la société libanaise. 50% des diplômés universitaires sont aujourd'hui des femmes. La croissance urbaine n'occulte pas tout à fait une architecture originale, où fusionnent les influences occidentales et orientales. Les bâtiments du patrimoine historique sont habilement restaurés. Ils contrastent toutefois avec les logements sommaires des camps de réfugiés. Sans trop se soucier de l'intégration au paysage, on construit à tout va dans un marché immobilier dopé par les Libanais de l'étranger. Les immeubles révèlent la fortune de leurs propriétaires et le goût de certains pour les voyages. Le Liban voit les cultures se croiser depuis des siècles. Au niveau vestimentaire et dans les modes de vie, il existe des différences spectaculaires. Que ce soit entre les cultures ou entre les générations. La diversité de la presse témoigne aussi de la vitalité culturelle du pays. Un pays dont la langue officielle est l'arabe, mais où l'anglais et surtout le français, pour des raisons historiques, sont aussi très utilisés. Le Liban est un État multiconfessionnel. La Constitution reconnaît une existence légale à une vingtaine de communautés religieuses. Toutes n'ont évidemment pas le même poids social ou politique.
Les plus importantes sont les chrétiennes et les musulmanes de diverses obédiences. Une richesse, mais aussi une rare complexité. Les ressources de l'agriculture libanaise ne fournissent qu'un faible pourcentage du produit intérieur brut. Le secteur ne peut pas subvenir seul aux besoins alimentaires du pays. Et pourtant, l'agriculture ne manque pas d'atouts. Les zones climatiques différentes autorisent un large éventail de cultures. La rentabilité est cependant contrariée par la taille des exploitations. 80% d'entre elles font moins d'1 hectare. Le cheptel méditerranéen traditionnel se renouvelle grâce à l'importation de races venues d'ailleurs. Le sol libanais a permis notamment le développement de l'industrie du ciment et l'extraction du marbre. Le secteur industriel, qui a beaucoup souffert des hostilités, est en pleine reconstruction, mais il est largement tributaire des importations. Le raffinage du pétrole, la seule industrie lourde du pays, se remet d'une longue paralysie. Aujourd'hui, les initiatives se multiplient, par exemple avec l'aide de l'Union européenne pour moderniser, diversifier et dynamiser les activités industrielles. Les communications bénéficient d'un réseau routier qui se modernise. Par ailleurs, les télécommunications jouent un rôle vital dans un petit pays qui peut se trouver rapidement isolé. L'aéroport de Beyrouth est le seul aéroport civil du pays. Un aéroport stimulé notamment par un tourisme au fort potentiel. Depuis l'Antiquité, c'est par le littoral que le Liban exploite ses richesses. Le pays se situe toujours au carrefour de différentes cultures. En quelques millénaires, celles-ci ont constitué un surprenant trésor de vie. Entièrement tournée vers la mer, Beyrouth a complètement changé de visage. On pourrait presque oublier que la cité, pendant l'Antiquité, fut l'un des plus grands ports de la Méditerranée. Au début de son histoire, la ville était établie sur une île calcaire, la roche de la fameuse grotte aux pigeons. Sur la côte au nord-ouest de la ville, la Corniche est un lieu très fréquenté. Toutes les couches de la population s'y côtoient dans une animation quasi permanente. En direction du centre-ville, les bâtiments anciens se font de plus en plus rares. De nombreux vestiges architecturaux se trouvent sous terre. Beaucoup sont régulièrement mis à jour par les chantiers des nouvelles constructions. Autour de la place des Martyrs, dominée par une sculpture criblée de balles, de nouveaux terrains sont gagnés sur la mer. Comme par miracle, certains édifices émergent du passé. Ils rappellent la splendeur de la cité, sa prospérité légendaire et surtout l'éclectisme de son architecture. On s'active à redresser la ville, mais on s'applique aussi à sauver ce qui peut l'être. C'est le cas du Dôme, un ancien cinéma construit dans le milieu des années 1960. Le bâtiment, que l'on ne se résout pas à démolir, est devenu le Dome City Center, où les événements culturels se succèdent. On tente d'oublier les ravages de la guerre, tout en préservant la mémoire des victimes. C'est le trésor de vie que les Libanais veillent à entretenir. À Beyrouth, les cabinets d'architecture travaillent à dessiner les lignes nouvelles d'une ville atypique. Bernard Khoury est architecte. C'est une modernité assez spécifique, très particulière. Je ne me vois pas en train de calquer une modernité sur des modèles occidentaux. Beyrouth m'offre aujourd'hui des situations parfois très difficiles, très problématiques, mais en même temps extrêmement intéressantes et très complexes. Oui, la reconstruction du cœur de Beyrouth est particulièrement complexe, car c'est là qu'avant-guerre se retrouvaient et se mélangeaient toutes les cultures de la ville. Un projet ambitieux. Ce qu'on appelle le centre-ville, en fait, est un très grand projet privé qui était, au début des années 90, le projet immobilier le plus important de la planète. Beaucoup de vénérables bâtiments y connaissent une deuxième jeunesse au prix de superbes restaurations.
Une bijouterie s'est installée ici. Sabine Mazloum. C'est vrai qu'il est assez exceptionnel car c'est le bâtiment le plus ancien du centre-ville. Toutes ces pierres anciennes n'ont pas du tout été retouchées. J'ai tout simplement rajouté une base, une structure moderne pour mettre en évidence les perles et les bijoux de la meilleure façon. Mais la base ancienne est toujours là et restera là pour toujours. Conduire à Beyrouth relève de l'acrobatie. Il existe bien un code de la route, mais chacun l'interprète un peu à sa façon. Marcher, c'est plus sûr, et beaucoup plus adapté à l'exercice du lèche-vitrine. Si les centres commerciaux ultramodernes sont identiques partout dans le monde, il ne faut pas oublier la longue tradition commerçante du Liban. Pendant l'Antiquité, le pays faisait partie du croissant fertile, une région où le commerce était florissant. Faire du commerce fait partie de la nature profonde du peuple libanais, et la rue Hamra en donne un bon exemple. Au milieu du tumulte de la rue, l'université américaine de Beyrouth est une véritable oasis de calme et de fraîcheur. Le campus couvre une surface de 28 hectares en pleine ville. L'université, fondée au milieu du 19e siècle par des missionnaires syriens et américains, est une des plus prestigieuses du Proche-Orient. Les cours, donnés en anglais, sont accessibles sans distinction de nationalité ou de culture. Le Liban cherche à se réconcilier avec les valeurs du passé. Un marché bio a été créé au centre-ville. Kamal Mouzawak. Souk el-Taïb est un marché fermier de producteurs exclusivement. C'est comment perpétuer la tradition du Liban à travers la nourriture, les produits typiques du pays, les recettes traditionnelles. En réalité, c'est un salutaire retour aux sources. On essaie de se rappeler un tout petit peu vers hier ou vers nos parents ou nos grands-parents et on retrouve tout ce que la terre donnait de bon et de propre. Les modes de production et de conservation sont naturels. Le jus de grenade est pressé devant le client. Toutes les saveurs et les senteurs de la cuisine libanaise circulent dans le marché. Quelques feuilles de basilic, des tomates et une tranche de fromage, le tout enveloppé dans une crêpe, et le déjeuner est prêt. Les musulmans pratiquants respectent le jeûne pendant le ramadan, le 9e mois de leur calendrier lunaire. Le ramadan commence avec le premier croissant de la nouvelle lune. Le long de la corniche, les pêcheurs s'approvisionnent pour l'iftar, le repas du soir. En effet, le jeûne est interrompu après le coucher du soleil. Ramadan ou pas, la vie nocturne est intense à Beyrouth. On ne lésine pas sur les éclairages pour habiller la nuit et la place de l'horloge. Les terrasses rassemblent les consommateurs dans un cocktail coloré de langues et de cultures différentes. Les magasins sont ouverts. Rien ne freine l'envie de consommer. Pour l'inauguration d'une boutique, les invités se pressent jusqu'à une heure avancée de la nuit. Sur les toits de la ville, on sait quand la nuit commence, jamais quand elle finit. Oui, à Beyrouth, on aime faire la fête. Et il y a de bonnes raisons. Olivier Gagné. Il y a une culture de la vie nocturne, donc parce que c'est aussi un pays avec une situation instable depuis très longtemps. Et les gens ne savent pas de quoi demain sera fait. Donc ils ont envie de vivre la vie vraiment à fond.
parce qu'ils ne savent pas si le lendemain ils seront encore dans le pays, ils seront encore là, etc. Donc c'est aussi pour ça qu'ils aiment faire la fête. C'est parce qu'ils ne savent pas de quoi demain sera fait et qu'il faut vivre la vie jusqu'au bout, à fond. Pour faire la fête, Beyrouth a plusieurs longueurs d'avance. En termes d'architecture, en termes de moyens mis en œuvre pour faire la fête, c'est des échelles qui ne sont pas atteintes dans d'autres pays. Faire la fête au Liban, c'est un état d'esprit. Tous les Libanais aiment faire la fête et tous les Libanais font la fête et tous les Libanais trouvent des endroits pour faire la fête selon leurs moyens, on va dire. À Beyrouth, tous les rythmes se croisent et se fondent dans la nuit.